Quand on parle d'accès aux ressources, on ne parle pas uniquement de ressources financières, on parle de ressources telles que des compétences, des connaissances, à pouvoir bénéficier des connaissances des autres et inversement. Donc, j'ai le plaisir de modérer ce panel. Vous allez écouter Elke Briers, consultante internationale auprès de la Fondation Roi Baudouin. Nous entendrons ensuite Lamine Darbou, la PDG de Bantaba. Nous entendrons également Mateja Dermastia, PDG de Anteja. Les trois intervenants ce sont les trois intervenants de ce panel. Alors, nous allons écouter Elks. Alors, elle travaille en tant qu'experte indépendante pour la Fondation Roi Baudouin. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette fondation, elle est basée à Bruxelles et elle va nous parler de ce qu'ils font à la Fondation Roi Baudouin. Elle gère des fonds philanthropiques actifs dans les pays en développement en mettant l'accent sur les entreprises pour le développement. Donc, elle est, entre autres, responsable de la Business Partnership Facility, une mission de la coopération belge au développement. Elke, je vous cède la parole. Merci d'avance. Oui, merci pour cette belle présentation, Marine. Je pensais que quelqu'un allait faire le partage d'écran pour moi. Yes, let me do it. Oui, je m'en charge, je m'en occupe. Bonjour tout le monde, c'est sympa de vous rencontrer tous, même virtuellement. Je m'appelle Elke Briers. Je sais que c'est un nom difficile à prononcer, j'en suis bien consciente. Je suis contente d'être là et de vous présenter la Fondation Roi Baudouin, et particulièrement la mission que nous avons pour la coopération au développement, le Business Partnership, le partenariat des entreprises. L'outil de partenariat des entreprises. Je ne pense pas qu'on ait reçu votre présentation. Si, je l'ai envoyé. I don't see it in the file we have. I have to confirm we haven't received your slide. Non, nous n'avons pas reçu. Pourtant, je vous l'ai envoyé. Non, je ne pense pas avoir reçu votre présentation. Alors, je vais vous aider à faire votre partage d'écran. Pas de problème. So maybe just first a couple of words on the foundation. Alors, tout d'abord, quelques mots concernant la Fondation. Nous sommes une organisation publique basée à Bruxelles. On est actif sur différents thèmes, dans différents programmes en matière d'éducation, de justice sociale, de santé. Et l'un des programmes de la Fondation est un programme international qui s'adresse surtout aux pays en voie de développement. Voilà mes slides. Voilà, vous pouvez passer au deuxième slide, merci. So here you can see the 8 main programs that we have within the 8 programmes principaux menés par la Fondation. Moi, je travaille surtout pour les programmes internationaux. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes une organisation de fondation publique. En général, on fait des dons, on donne des subventions à des associations sans but lucratif. Donc, on s'adresse surtout au secteur non lucratif. Mais de plus en plus, on soutient des entrepreneurs, des startups avec sous forme de prêts, de subventions selon les cas, selon leur état de développement. Donc, nous donnons des subventions principalement d'organisations sans but lucratif, mais également des entrepreneurs. Et une des possibilités de subventions que nous offrons aux entrepreneurs, c'est le BPF, c'est le Business Partnership Facility, l'instrument de partenariat des entreprises. Donc, on fournit un appui financier au secteur
privés qui contribuent aux ODD dans les pays en développement. Alors, un petit résumé. Qu'est-ce que nous soutenons? On recherche des initiatives d'entrepreneuriat qui contribuent à au moins un ODD. On recherche des partenariats, la création de partenariats qui comprennent au moins une entreprise. Donc, il faut qu'il y ait au moins un partenaire à but lucratif. Et les projets qu'on soutient doivent être cohérents par rapport à l'activité clé du partenaire. Le projet doit se trouver dans un des 52 pays repris sur la liste de BioInvest. Et nous sommes actuellement en cours de négociation avec la coopération belge au développement. Donc, ceci va peut-être changer. Peut-être qu'on va limiter le nombre de pays. Peut-être qu'on va limiter cela aux pays d'Afrique. Mais bon, c'est à décider. Ça n'a pas encore été décidé. Et pour l'instant, on ne considère pas un secteur en particulier. Alors, comment est-ce que ça marche? Nous donnons des subventions qui doivent être remboursées. Elles s'élèvent entre 50 000 et 200 000 euros. Et c'est une subvention appairée, c'est-à-dire que chaque partenaire doit contribuer à concurrence du même montant. Alors, il y a un appel à projet permanent. Le premier, c'était en 2019 et le dernier sera en 2023, à la fin 2023. Nous avons 2 cycles de sélection par année avec un budget annuel de 2 millions d'euros. Comme je l'ai dit, le BPF a été créé par la coopération de développement belge et financé par elle. Et la gestion opérationnelle est entre les mains de la Fondation Roi-Baudouin. Alors, le 6e cycle de soumission à candidature vient de terminer. Le prochain va s'ouvrir en octobre. Et vous pourrez soumettre votre candidature jusqu'à février 2022. Pour en dire un peu plus concernant les projets cibles, donc ce que l'on recherche, il faut que le projet contribue à un ODD minimum dans des pays en développement. Il faut que ce soit une initiative d'une entreprise rentable, qui n'est pas forcément rentable au moment où on soumet la candidature, mais vous devez montrer votre business plan, vos prévisions financières. Vous devez prouver qu'il est possible que vous deveniez indépendant et rentable à moyen terme. On recherche des partenariats qui rassemblent à la fois les acteurs de la société civile, le secteur privé, les instituts de recherche, le secteur public dans le nord, au sud. Ces partenaires peuvent être belges, européens, ou il peut s'agir d'entités internationales, des entités locales. Tout va bien, c'est tout à fait possible pour les appels à projet. Le projet doit faire partie de l'activité clé du partenaire, d'au moins un des partenaires impliqués, et ce projet couvre une période de 3 ans. Une fois qu'on reçoit la demande, et je dois vous dire qu'on reçoit beaucoup de candidatures, en fait 250 demandes par cycle, donc c'est un processus très compétitif. Donc, si on reçoit les demandes, les candidatures, on les regarde à partir d'un double angle. Tout d'abord, on regarde si la demande est éligible, si c'est bien le bon pays, si c'est bien le bon montant, si c'est un fonds partagé. Et ensuite, pour le projet proprement dit, on regarde quel est son impact social et sa viabilité économique. Pour ce qui est de l'impact social, par exemple, est-ce qu'il y aura création d'emplois à temps plein? Est-ce que ces emplois seront maintenus, se mettront dans la durée? Est-ce que ça représente un meilleur revenu pour les familles à faible revenu? Est-ce que ça a un impact positif aussi sur l'environnement? Est-ce que ça permet de conserver des ressources naturelles? Donc, l'impact social, c'est aussi l'impact environnemental et l'approche est complètement inclusive. Ensuite, la viabilité économique. Donc, ce soit un projet d'entreprise qui génère des revenus et les partenaires, quand ils soumettent leur candidature, doivent donner la preuve que cette initiative est durable, qu'elle a un avantage compétitif et qu'il y a un véritable potentiel de répéter cette initiative. Donc, impact social et viabilité économique. Les deux sont d'importance égale. Je vous en dire un peu plus concernant le financement. C'est un don non remboursable
Vous pouvez demander entre 50 000 et 200 000 euros, mais nous ne finançons qu'à 50% de l'investissement total nécessaire pour le projet. Ça implique bien sûr que le budget du projet total soit d'au moins 100 000 euros. Et les 50% sont financés par les partenaires qui ont une activité rentable. La contribution, ça participe d'une contribution en liquide, donc pas sur la base d'évaluation de l'actif et non pas non plus avec d'autres dons ou subventions. Donc, ça doit vraiment venir de la trésorerie du partenaire. S'il y a plusieurs partenaires, ils peuvent soumettre une demande conjointe. Des prêts d'institutions financières peuvent être envisagés pour le cofinancement. Je prends en considération également au niveau des dépenses jusqu'à 3 mois avant l'introduction, avant le délai d'introduction de la demande. Nous avons un total de 12 millions d'euros disponibles pour 5 ans, 1 million d'euros pour chaque cycle de sélection. Donc, selon le montant demandé, on peut avoir jusqu'à 5 à 20 bénéficiaires par chaque appel, par chaque cycle de sélection. Voilà, j'ai quasi utilisé les 10 minutes qui m'avaient été données. Donc, sachez que toutes les informations sont disponibles sur notre site Web. Ça, c'est peut-être le message le plus important que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à consulter notre site Web, dont vous voyez l'adresse à l'écran. Vous y trouverez toutes les informations sur la procédure de soumission de demande, le processus de sélection. Vous y trouverez également des informations sur des bénéficiaires précédents. Il y a également une session questions-réponses. Et donc, n'hésitez pas à lire tout dans les détails. Et si vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez, n'hésitez pas à nous contacter. Mon adresse email était sur le slide précédent. Donc, si vous partagez ce slide avec les participants, vous aurez toutes les données pour pouvoir nous contacter. Voilà, donc vous n'avez pas d'excuses. Merci beaucoup, Elke, pour cette présentation très instructive et très directe. Merci, c'est très important de voir qu'en tant que fondation, vous soutenez le secteur philanthropique, mais en plus maintenant, vous avez un instrument qui vous permet de financer des entreprises également. Et ce que je trouve unique dans cela, c'est cette possibilité de créer des partenariats entre le secteur non lucratif, les entreprises, la recherche. All aspects of, there's a full representation. Ainsi, il y a vraiment un bel échantillon de différents intérêts. Merci. Alors, je suis sûre qu'il y aura des questions et je vous propose de passer aux questions à la fin de la session. Nous allons maintenant écouter M. Lamine Kedarbou, qui est le PDG de Bantaba. Lamine est originaire de Gambie et il vit actuellement à Stockholm, en Norvège. Il a commencé à étudier les affaires bancaires et la finance en Inde avant d'obtenir une bourse pour étudier à l'université Bocconi de Milan, en Italie. Donc, je crois qu'il a pas mal d'expérience de la diaspora africaine. Et je suis sûre que ceci peut-être à l'origine de ce qu'il va nous expliquer. Monsieur Darpou, vous avez la parole. Merci. Je suis très, très content d'être ici à cet événement très important où on discute d'un sujet très important. Donc, sachez que nous sommes vraiment très heureux de participer à ce webinaire. Are you able to see my presentation? Voilà, j'espère que vous pouvez voir ma présentation. Donc, je m'appelle Lamine, je viens de...
de Gambie, j'ai de l'expertise dans les finances et dans l'entrepreneuriat. Alors, l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement reflète effectivement différentes activités des entrepreneurs africains et je me suis inspirée également d'eux pour créer l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. Alors, j'aime bien les chiffres parce que je trouve que les chiffres en disent long. Alors, tout d'abord, je voudrais parler de l'importance de l'agriculture et du secteur agroalimentaire pour la croissance socio-économique en Afrique, afin donc de situer les choses dans leur contexte. L'agriculture est une grande composante de la vie économique du continent. C'est quelque chose de bien connu. Et c'est un des secteurs où on retrouve le plus grand nombre de personnes en emploi. Et si on veut qu'un continent se développe, si on veut avoir une économie viable, il faut accorder plus d'importance à l'agriculture que ce n'est le cas actuellement. Et pour cela, il faut faire un effort collectif de la part des politiques, des institutions locales, mais également de la part de l'ensemble de la communauté africaine ailleurs, à l'étranger, donc à savoir la diaspora. Malgré la taille de ce secteur dans la vie économique du continent, la part de l'Afrique subsaharienne des exportations agricoles au niveau mondial a diminué de manière significative. Et voilà, ça, c'est les résultats donnés par une étude de McKinsey en collaboration avec la FAO. Et on voit que le niveau d'exportation a diminué avec les années. Par exemple, aujourd'hui, la Thaïlande exporte plus de produits agricoles que l'Afrique subsaharienne. Et en fait, c'est vrai aussi pour le reste du continent. Donc, là, cette tendance dans le secteur agricole est vraiment dommage parce que l'agriculture est extrêmement importante pour le continent et donc c'est clair qu'il faut qu'on joue un plus grand rôle d'approvisionnement des marchés mondiaux avec les produits agricoles. Comment faire cela? Comment y arriver? Effectivement, on sait que la production agricole pourrait être augmentée sur le continent. Voilà, si les bonnes mesures sont prises par les personnes elles-mêmes, par les politiques, par la communauté africaine qui vit en dehors du continent, on arriverait à de bien meilleurs résultats. En fait, d'après McKinsey, on pourrait doubler quasi la production agricole en termes de tonnes. Et tout d'abord, il faut améliorer le niveau de rendement. Pour cela, il faut investir les connaissances dans des infrastructures pour aider les agriculteurs, pour permettre au secteur de produire plus à partir des ressources terrestres dont ils disposent. Donc, il faut, comme j'ai dit, investir dans les connaissances pour que le secteur qui a faible utilisation de technologie devienne un secteur à plus haute utilisation de technologie. La bonne nouvelle, c'est que la diaspora peut vraiment contribuer à réduire les écarts qu'on observe en termes de connaissances, d'investissement. D'un point de vue, par exemple, par rapport aux connaissances, la diaspora africaine, aux États-Unis notamment, c'est là où on trouve la plus grande communauté d'Africains. C'est-à-dire, là, il y a énormément de connaissances qui se trouvent entre les mains de la diaspora américaine, la diaspora africaine aux États-Unis. Et en tant que diaspora, c'est mobiliser ces connaissances. C'est cela qu'il faut faire et les utiliser sur le continent pour pouvoir accroître le rendement du secteur agricole en Afrique.
Et un des intervenants du panel précédent a parlé de la nécessité d'avoir les bons talents et les bonnes connaissances. Et à cet égard, la diaspora peut jouer un rôle prépondérant. Toujours par rapport aux connaissances, la diaspora a beaucoup de richesses. On parle beaucoup d'envoi de fonds, mais ça retourne en Afrique, c'est envoyé en Afrique, aux familles pour qu'elles s'en sortent au jour le jour. Mais en plus de cela, il y a de l'épargne au sein de la diaspora. Et d'après la Banque mondiale, l'épargne de la diaspora africaine s'élève à 53 milliards de dollars. Et toute cette richesse pourrait être attribuée de manière efficace au secteur agricole. Et ce, pour que la diaspora aussi fasse partie de cette nouvelle chaîne de valeur que nous voulons voir. Et il faut donc investir dans l'entreprise qui opèrent dans le secteur, mais qui ont besoin de plus de ressources pour pouvoir élargir leurs activités. Les opportunités pour les investisseurs existent. D'après les estimations, la croissance estimée en produits de boissons et alimentaires en Afrique est de 167 milliards. Donc, c'est une opportunité de marché énorme pour toute personne qui s'intéresse à notre continent. Alors, je terminerai cette présentation en expliquant comment nous encourageons la diaspora à s'engager vraiment dans le secteur agricole en Afrique. En tant que partenaire, en tant qu'investisseur, bien sûr, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut un effort collectif. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, je suis d'avis que si cet effort est fait partout, si c'est un véritable effort collectif, on arrivera vraiment à ce que l'on recherche. Et donc, qu'avons-nous fait à Batamba? C'est une plateforme numérique qui connecte, qui permet de rassembler les connaissances de la diaspora africaine. C'est un réseau et ça nous permet de se connecter la diaspora africaine avec les startups en Afrique pour partager leurs connaissances, leurs ressources financières avec les startups sur le continent. Parce que ces startups rencontrent énormément de problèmes à leur démarrage. Donc, si on veut vraiment faire une différence, créer l'Afrique que l'on veut, il faut commencer par soutenir les entrepreneurs sur le continent. Merci beaucoup. Thank you very much, Lamine. That's really a very interesting. Merci beaucoup, Lamine, pour cette présentation très intéressante. Merci de nous d'avoir insisté sur les connaissances dont dispose la diaspora et la nécessité d'écouter les membres de la diaspora. Il faut donc que nous établissions des liens avec les membres de la diaspora qui ont l'expérience, qui ont les connaissances et les personnes sur place, parce qu'il ne suffit pas de lancer la machine, il faut également disposer des fonds pour investir et rendre l'expérience durable. Et une des leçons que je retiens de quelque chose que je savais, mais à laquelle je n'ai pas toujours prêté attention, c'est que nous avons tendance à oublier les richesses qui sont entre les mains de la diaspora aux quatre coins du monde. Un tout grand merci pour votre présentation. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à l'intervenant suivant, Madame Mateja Dermastia. Mateja est PDG de Anteja ECG. Elle est également experte en transparence de la chaîne de valeur et en politique d'innovation. Elle a plus de 28 ans d'expérience managériale. Mateja
travaille sur différents aspects du secteur agroalimentaire, la viabilité, mais elle vous expliquera cela bien mieux que moi dans sa présentation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anteja, elle est à la tête de cette entreprise qui a des antennes au Kenya, en Nairobi. Alors, Mateja, merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion d'être ici avec vous. C'est un grand honneur pour nous de participer à ce forum. Nous avons grandement apprécié les conversations, les présentations et je vous remercie également pour la mine d'informations que nous avons reçues aujourd'hui et des informations sur des choses que nous ne connaissions pas. Alors, au nom de mon équipe et moi-même, je suis très heureuse d'avoir pu entendre ces différentes approches du secteur agroalimentaire en Afrique, de l'importance de la diaspora africaine dans la croissance des investissements. Alors, le contexte dans lequel nous nous inscrivons, nous sommes une entreprise de consultance. Nous avons un bureau à Nairobi et grâce à cela, nous soutenons les entreprises agroalimentaires par la technologie en travaillant sur la transparence et les liens avec le marché. Nous adoptons et nous tentons de proposer l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et autres nouvelles technologies sur le marché. Alors, ce qui me lie à la diaspora africaine, c'est la chose suivante. J'ai été étudiante d'un professeur à Kejuma, qui était mon meilleur professeur. J'ai travaillé avec cette personne à ce qu'on a appelé les nouvelles récoltes. Comment utiliser l'innovation agricole en Afrique pour fomenter la croissance. C'était il y a 15 ans et le professeur Juma m'a posé la question de savoir s'il était possible d'utiliser la mangue pour créer des matières premières biologiques ou d'autres matières biologiques. C'était un peu de la science-fiction à l'époque, mais aujourd'hui, nous utilisons ces récoltes, différents fruits pour produire différentes applications. Alors, je pose à l'heure actuelle la question de savoir si je ne déménagerai pas vers Nairobi. Et pour commencer, j'ai planté quelques arbres en Afrique. Alors, je ne vais pas passer trop de temps à aborder les questions de société, les problèmes des petits agriculteurs quand il s'agit d'accéder au marché. On en a déjà parlé. Alors, nous avons procédé à d'énormes travaux de recherche. Nous avons passé en revue 300 entreprises agro-agricoles en Afrique de l'Est et un peu Afrique occidentale et au sein de la Commission. Alors, il s'agit de la transparence des chaînes de valeur et de viabilité. Il ne s'agit pas de connaissance des consommateurs par rapport à ce qu'il y a dans le projet, mais également l'impact du produit sur la chaîne de valeur en fonction de l'origine des ressources et quel est l'impact des produits sur la chaîne de valeur. Alors, les inégalités sociales, les violations des droits de l'homme, l'esclavage moderne et la détérioration de l'environnement sont autant de problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais certains outils qui ne sont pas connus des consommateurs et des marchés et des entreprises pourraient être exploités et vont permettre de changer grandement la donne dans les années à venir. Alors, dans la réglementation européenne, les changements ont été apportés. On se pose la question de savoir ce qui se passe au sein de la chaîne de valeur en Europe et au-delà. On se pose la question des ingrédients qui entrent dans la fabrication des aliments et l'origine de ces ingrédients. Cela change considérablement la donne. La législation sur la transparence de la chaîne de valeur est énorme. Cela nous permettra d'aider les entreprises agricoles en Afrique. Comment? Eh bien, ces entreprises sont déjà durables. Elles travaillent avec les agriculteurs ou en tout cas, les entreprises avec lesquelles nous coopérons travaillent avec des centaines, voire des milliers d'agriculteurs et peuvent apporter des capacités, des ressources aux agriculteurs. Elles peuvent ouvrir les marchés aux agriculteurs pour des produits à grande valeur ajoutée tels que les cosmétiques. De bon nombre d'applications peuvent être commercialisées et
grâce aux produits à valeur ajoutée, on peut obtenir un revenu plus important. Avec un revenu plus important, on peut développer cette activité. Le développement de l'activité attire de nouveaux investissements. Alors, comment autonomiser les entreprises de l'industrie agroalimentaire, pardon, eh bien, nous avons toute une série d'applications telles que la Feed2App qui permet une communication transparente des détails concernant les produits, qui permet aux consommateurs de s'assurer que 100% de leurs produits est durable. Nous travaillons avec Oracle Clean Cloud qui est alimenté par 100% d'énergie renouvelable. Voilà comment soutenir les entreprises agroalimentaires en Afrique, mais comment pouvons-nous aider les acheteurs en Europe? Eh bien, en Europe, l'on cherche des informations durables et transparentes. Et quelqu'un l'a très bien dit auparavant. Mais qu'est-ce que de l'information durable? Nous tentons d'apporter une certaine de transparence et des matrices de transparence qui combinent les objectifs de développement durable, les objectifs du millénaire pour le développement et autres. Tout cela est alimenté par nos outils de manière à offrir un meilleur retour aux communautés des investissements. Nous assurons la viabilité des investissements. Alors, quels sont les progrès? Vous voyez l'évolution de l'entreprise bon, nous n'avons pas la possibilité de vous présenter la vidéo, mais nous vous transmettrons la présentation PowerPoint. Vous pourrez cliquer sur cette présentation pour obtenir plus d'informations. À l'heure actuelle, nous travaillons dans différents pays d'Afrique. Nous établissons des liens avec des entreprises au Canada, en Allemagne. Nous travaillons avec des prestataires de crédit. Nous utilisons comme outil l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique et nous tentons d'assurer un accès quasi direct avec les sources d'investissement et de fonds. Alors, en 2022, nous devrions pouvoir autonomiser 200 000 agriculteurs, 300 entreprises agroalimentaires et nous améliorons leur impact, leur accès au marché. Voici quelques illustrations de nos clients, Mionga au Kenya, avec lesquels nous avons des contacts par différentes voies. Nous avons également Priceless Farms de Moringa en Ouganda. Nous leur permettons d'entrer en contact avec des acheteurs en Allemagne, TT, qui est un thé biologique du Rwanda, qui utilise également nos outils, ainsi que Mara en Ouganda, qui offre des solutions excellentes et implique les jeunes dans la production de café en les informant en même temps des questions environnementales et en améliorant les conditions de travail en Ouganda. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas suffisamment de temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Un tout grand merci. Un tout grand merci Mateja Dermastia pour cette présentation très intéressante du travail que vous effectuez au nom de la viabilité et des opportunités que vous offrez aux producteurs africains, aux solutions d'assistance technologique que vous proposez aux agriculteurs de manière à ce qu'ils aient un meilleur accès au marché et à des acheteurs internationaux qui se trouvent sur d'autres continents. Alors, j'ai une question à l'adresse de Dermastia, une autre à Lamine et également une question pour elle. Que peut-être y aura-t-il d'autres questions? Ma première question à Dermastia est la suivante. Alors, vous soutenez des agriculteurs en Afrique. J'aimerais savoir s'ils produisent quelque chose en particulier, ou bien si vous couvrez l'ensemble des producteurs agroalimentaires, qu'ils produisent des fruits ou des légumes. Et la question suivante est,
Avez-vous déjà des marchés, des acheteurs existants ou travaillez-vous avec des acheteurs potentiels? Nous avons des producteurs de mangue. Vous leur dites, eh bien, je vais chercher des clients sur le marché belge, sur le marché allemand ou autre. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Nous ne travaillons pas directement avec les agriculteurs, nous travaillons avec des entreprises agroalimentaires, des transformateurs qui ajoutent de la valeur aux produits. Et nous ne nous concentrons pas sur des produits traditionnels des cafés, mais sur des super fruits, des super aliments ou des thés, des cafés de grande qualité. Alors, lorsque nous parlons de super aliments, nous parlons de produits cosmétiques, nous parlons de produits ayant des vertus pour la santé, etc. Et nous avons accès à des acheteurs européens. Et puis, nous avons des projets en Afrique de l'Est. Vous savez que les marchés d'Afrique de l'Est se développent. Nous avons des producteurs qui ont commencé à produire des cosmétiques naturels et qui se préoccupent de la durabilité de leurs produits. Et pour répondre à la question, effectivement, nous avons des marchés, nous connaissons déjà les clients, nous leur ouvrons l'accès. Nous avons les clients en Europe et les clients en Afrique de l'Est. Et puis, nous avons également le beurre de karité qui entre dans la production de produits cosmétiques pour lesquels nous avons des liens, des contacts qui ont déjà été établis. Et je peux vous confirmer que les produits sont durables. Cette durabilité, elle suscite l'intérêt des consommateurs, mais également des acheteurs et des producteurs. Un tout grand merci. Alors, pour Lamine, vous avez parlé de plateformes numériques qui mettent en contact les entrepreneurs de la diaspora et des personnes du continent africain. Comment choisissez-vous les membres de cette plateforme? Cette plateforme est-elle publiquement accessible? Suffit-il de s'inscrire? Y a-t-il des critères de sélection qui permettent de mettre en correspondance les personnes intéressées? Merci. Alors, la plateforme en tant que telle est une plateforme publique, ouverte. Elle est donc accessible à tous, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Alors, lorsque de nouvelles entreprises se connectent, nous tentons d'abord d'évaluer leur activité, leurs intérêts. Ces entreprises ont l'occasion de nous dire ce qu'elles font, les compétences, les connaissances et leurs attentes à l'égard de la diaspora. Alors, veulent-ils des mentors, des consultants? Veulent-ils profiter d'un réseau de manière à pouvoir procéder à des études de marché, savoir sur quel marché s'aventurer? Et puis, nous avons également des membres de la diaspora. Nous les sélectionnons en fonction de leur parcours, de leurs intérêts par rapport au continent, du rôle qu'ils souhaitent jouer, soutenir des startups, jouer le rôle de mentor, chercher des possibilités d'investissement. Et nous utilisons ces informations, nous les croisons de manière à définir qui est en position d'aider qui et à mettre en correspondance les demandeurs et la demande et l'offre. Alors, sur la plateforme, les gens qui s'y rendent peuvent voir, eh bien, nous avons Lamine qui vit en Suède et qui est prêt à telle ou telle chose, qui voudrait soutenir telle ou telle activité, investir. Des liens sont alors établis. On peut converser via la plateforme pour voir si les intérêts sont les mêmes. Un tout grand merci, Lamine, d'avoir répondu à cette question. Okay, for Elke,
Alors, pour elle, que j'ai une question qui porte sur les financements disponibles qui sont accessibles aux entreprises. Alors, vous avez des fonds qui ne sont pas accessibles aux PME, qui n'ont pas accès à des fonds suffisants, puisqu'il s'agit de subventions de contrepartie. Alors, si nous avons une start-up en Afrique qui a une idée, cette idée doit être développée et d'un autre côté, il y a une entité dans un pays européen ou autre. Peuvent-ils constituer un partenariat pour avoir accès aux fonds? Oui, tout à fait. Les partenaires ne doivent pas forcément être dans le même pays. C'est une possibilité, mais pas une obligation. Ils peuvent, donc, on peut avoir des co-créateurs de projets. Alors, pour ce qui concerne les startups qui n'ont pas encore d'activité et aucune information financière, etc., elles ne peuvent pas encore demander d'intervention de la part de la Fondation. Il faut effectivement que le concept ait été testé et soit confirmé avant de pouvoir demander une subvention, raison pour laquelle nous avons mis la limite à 50 000. Alors, merci beaucoup à tous les membres du panel, tous les intervenants. Je suis sûre que les informations ont été précieuses pour la grande majorité des participants, qu'ils aient déjà des projets en Afrique, qu'ils aient l'intention de lancer une activité, qu'il s'agisse d'experts dans tel ou tel domaine ou qu'il s'agisse de personnes souhaitant lancer une activité ou aider une activité déjà établie. Un tout grand merci. Et avant de donner la parole à Yentil, je voudrais remercier plus particulièrement toutes les personnes qui ont participé à ce 5e forum de la diaspora africaine. Un grand merci de nous avoir fait part de vos idées. Cela nous permettra de satisfaire nos objectifs. Un tout grand merci au collège ACP qui nous a grandement soutenus. Sans l'aide du collège ACP, il aurait été difficile d'organiser le forum. Alors, je voudrais remercier Madame Isolina Botto, Axel, Gaëtan, ainsi que l'équipe technique et les interprètes. Un tout grand merci de la part de Maureen, merci de la part des interprètes, merci également à Juta, aux membres du Jardin botanique de Metz. Un tout grand merci vraiment pour ce que vous avez fait. Merci pour ces mots de clôture, Maureen. Ce qui est ressorti de ce forum, c'est que la diaspora est extrêmement riche, a une grande richesse à offrir. Et Maureen, vous êtes un exemple, c'est à vous. C'est vous que l'on doit remercier. Un tout grand merci, Maureen, pour cette initiative. Merci de nous avoir réunis ici aujourd'hui et d'avoir insufflé une nouvelle vie dans cette initiative qui nous permettra d'établir des liens. Nous pouvons construire le monde auquel nous aspirons. Nous le ferons, toutes les générations ensemble, diaspora et population locale. Un tout grand merci et à tous les participants. J'ai été très émue d'entendre les différentes présentations. Je suis heureuse que nous ayons pu réunir un tel éventail de participants et d'intervenants qui ont pu nous faire part d'informations sur l'accès au financement, l'entrepreneuriat. Nous avons également eu des études de cas qui ont été illustrées, qui sont très importantes. Et je voudrais terminer en vous disant que très souvent,
repense au parcours et à Frantz Fanon qui nous a dit que chaque génération trouvera sa mission et soit la remplira, soit la trahira. Ensemble, nous sommes sur la voie de l'accomplissement de notre mission. Un tout grand merci d'avoir participé à ce 5e forum agroalimentaire de la diaspora africaine et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci à tous.